Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Salut Tiffen. Salut Brice, Merci d'être là, merci d'être sur le Point Résistance écologique. merci à toi de m'accueillir avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, de tes activités qui sont nombreuses et engagées? Oui, je vais essayer de faire court, c'est pas toujours évident. Donc Tiffaine, moi j'ai 31 ans, j'habite à La Rochelle, maintenant, pas très loin de La Rochelle dans la campagne, et puis j'ai créé, mon activité en fait en 2016, de consultante indépendante en RSE et pour l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Donc mon «cabinet» entre guillemets, même si je suis seule, mais je m'entoure de partenaires, cabinet de conseil s'appelle Lost in Transition, même si ça s'appelait pas comme ça en 2016, ça a un petit peu évolué. Et donc ma mission, c'est de permettre en fait à chaque, organisation, donc entreprise, association, de contribuer à la transition sociale et environnementale de façon accessible, de façon positive si possible. Mhm. Voilà, donc j'essaye, de mener tout ça à bien. Donc c'est 2 activités principales, la RSE d'un côté et l'ESS de l'autre. Ok, c'est-à-dire que en fait, il y a le fond et la forme un peu, enfin, dans le sens où tu travailles avec le SS, mais ce que tu fais pour eux, c'est la RSE, concrètement. Alors non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. C'est 2 choses assez distinctes pour le coup dans mon activité. Vraiment la Ok, partie RSE où je vais accompagner des entreprises dans leur démarche responsable, développement durable, et l'ESS, c'est parce que finalement j'ai aussi travaillé dans l'ESS avant en tant que salariée, notamment dans le mécénat, la recherche de financement et partenariats, pour des associations dans le secteur du handicap, de la santé. Et donc cet axe-là, c'est plus sur le développement de projets, en fait, associatifs, heu et pas que associatifs, puisque dans l'ESS, il y a aussi, des grandes entreprises, notamment des mutuelles. Donc je travaille aussi beaucoup avec des mutuelles sur des projets d'insertion, des projets de solidarité et cetera. Donc c'est 2 approches un peu différentes. Mais on ok, peut ouais, faire de la ça RSE marche. dans l'ESS. Bien sûr, C'est c'est pas excluant. ouais. Ok, c'est plus clair. Ça marche. Et du coup, à côté de ça, donc j'ai vu que tu es aussi animatrice pour la fresque du climat. On entend beaucoup parler sur les Ouais. réseaux sociaux, ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors bon, je rétablis un petit peu la vérité. Moi, je suis animatrice enfin, oui, oui, officiellement parce que j'ai suivi le parcours, mais j'ai pas encore animé, autant de fresques comme certains qui vraiment, mènent le projet, enfin, il y a Ok. vraiment une dynamique, dans cette communauté qui est assez incroyable. Effectivement, on en entend beaucoup parler en ce moment. Enfin l'association, La Fresque du Climat, a formé énormément d'animateurs pour justement, sensibiliser aux enjeux du changement climatique, mais à tous les niveaux. Donc, il y a une fresque pour les adaptée aux enfants, il y a des fresques grand public qui peuvent avoir lieu dans des festivals, et cetera. Et puis il y a des fresques qu'on organise aussi en entreprise. Donc moi là, c'est plus par ce biais-là que j'aimerais, à terme, voilà, vraiment animer, via cet outil. Heu, Parce que bon, les animations en entreprise classique, j'en fais, mais c'est vrai que par la fresque, je pense qu'il y a un voilà, il y a vraiment des possibilités de sensibilisation qui sont énormes, quoi. Le jeu est Ok, très et ça se passe ludique. comment? C'est ouais, Ouais. concrètement, c'est 42 cartes, très concrètement. C'est une fresque, hein, très très imagée, et puis, l'idée, c'est de chercher à comprendre les liens, en fait, entre, les causes et les conséquences, du changement climatique Ok. et potentiellement, notre, l'impact, en fait, humain, sur ces enjeux-là qu'on a tendance à décorréler aussi un petit peu, en tout cas Hmm. dans l'imaginaire C'est collectif. assez. Ouais, ouais, ouais. Et justement, c'est assez utile pour avoir une vision systémique, c'est ça? Parce que ça permet de Ouais. relier tous les points et de pas prendre chaque élément, que ce soit, j'imagine,
j'ai jamais assisté du coup à des Ouais. ateliers, mais qui a, par exemple, d'un côté l'énergie, les transports, l'alimentation, on a l'impression que c'est des choses qui ont pas Mmh. grand-chose à voir, sauf que en fait tout est connecté d'une certaine manière. Exactement, exactement. Bah, c'est exactement ce que permet la fraise, c'est de faire, le lien entre tous ces sujets-là et puis il y a des aspects très enfin, vraiment, c'est basé sur les rapports du GIEC donc on en apprend énormément en fait, Mmh. scientifiquement, sur tous ces aspects-là. Ce qui manque aussi un petit peu, de manière générale quand on parle de climat, voilà, le grand public a pas forcément les clés pour comprendre ce qu'il y a derrière et la fresque Ouais. permet ça donc c'est top à diffuser, massivement et puis là, en ce moment, ils sont en train de faire une grosse action, pour faire participer des députés, justement, députés dans le cadre de l'examen de la loi, du projet de loi climat et résilience, Oui, oui, parce qui que est issu justement là des on enregistre, propositions, de la convention citoyenne, ouais, pour le climat. ouais, ouais, c'est un grand sujet en ce moment, on est en mars là et du coup, Ouais, c'est le sujet sur la table. J'espère qu'au moment où ce podcast, sera diffusé, on aura des retours plus positifs, par rapport à tout ça. c'est ça. Parce que justement il y a la grande marche climat, enfin la marche pour une vraie loi climat, dans 2 jours, dimanche, Ouais, donc j'espère que ça aura aussi, ses impacts. exactement. Et donc justement toi, tu as aussi bien dans ta vie professionnelle que personnelle, tu as pas mal d'engagement. Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Est-ce que ça t'est venu progressivement au fur et à mesure des entre guillemets «des petits pas»? Ou voilà, est-ce que tu as cette fibre, depuis que tu as 8 ans? Alors, pas forcément 8 ans, mais 17-18. Non, en OK. vrai, oui, c'est venu très tôt, hem et ça s'est fait, de façon assez enfin, c'est je en fait, mes parents avaient une librairie à cette époque-là, et donc moi, j'ai passé mon enfance dans la librairie de mes parents et puis je lisais tout. Mais tout ce qui me passait sous la OK. main et bah, je suis tombée sur le journal de la décroissance à cette époque-là que personne ne lisait. Et en fait, alors bon, au-delà du sujet de la décroissance, ça m'a fait découvrir un monde et hem et donc c'était il y a quand même un petit moment maintenant, ça fait peut-être 15 ans. Attends, j'ai quel âge? Mmh. Ouais, non, un peu moins. Et du coup, bah, c'est venu de là. En fait, à partir du moment où j'ai commencé mes études, je me suis dit: «Bah, dans tous les cas, quoi que je fasse après mes études, il faut que ça ait du sens pour moi». Donc bah, j'ai construit après, mon parcours en fonction de ça. Après, c'était pas forcément évident parce qu'à l'époque, bah, en tout cas des spécialités vraiment sur les enjeux. Alors c'était pas forcément la RSE, hein, à l'époque, mais même ne serait-ce que les politiques environnementales et cetera, c'était quand même assez marginal. Donc bah, Ouais. ça s'est fait comme ça s'est fait en Allemagne aussi parce que j'ai étudié en Allemagne et c'est vrai que enfin, il y avait quand même, des choses un petit peu plus avancées sur ces sujets-là à l'époque. Donc même au OK. niveau de mes démarches personnelles, voilà, c'était plus simple. Être végétarienne par exemple, c'était plus simple à l'époque, là-bas. D'accord, OK. Voilà. C'est intéressant. Ça fait combien de temps que tu es végétarienne du coup? Ah, du coup, ça fait 12 ans, au moins. Ouais, OK. ouais, ouais. Oui, j'en suis pas encore là, mais pour l'instant ça se passe bien. Non, non, mais il y a pas de ouais, OK, très cool. donc ouais, voilà, Brique après après voilà. brique. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Et c'est un conseil justement qu'on entend souvent et qu'on donne souvent parce que c'est vrai, c'est qu'il faut pas se dire, partir de zéro et devenir quelqu'un d'engagé, la semaine prochaine. Enfin, c'est vraiment, Non. déjà ça se fait dans la tête et ensuite la transition elle se fait, et enfin, je pense que tu vas en parler quand tu vas expliquer comment est-ce que ça se passe la RSE concrètement, Mmh. mais ça se fait pas du jour au lendemain et c'est vraiment, des changements qui se font, petit à petit et on voit les résultats au bout de quelques mois, quelques années. Ouais, Aussi c'est ça. bien sur soi que dans une entreprise, une organisation. Justement, on va passer à la deuxième partie du podcast. On va discuter de pas mal de sujets qui nous intéressent. On va commencer par la RSE. Ouais. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais enfin, il y a les aspects sociétaux, environnementaux qui sont liés. Est-ce que tu peux nous donner ta vision du sujet?
Oui, alors c'est vrai que c'est très large la RSE. Parfois on dit Mmh. aussi responsabilité sociale des entreprises, les 2 sont bons, hein. Et donc souvent on n'entend que le mot social, donc on oublie, l'environnement ou l'inverse, c'est étonnant d'ailleurs, mais on entend le mot social, mais on le retient pas, on se dit que c'est juste sur de l'environnement. Bon bref, Mmh. donc c'est les 2. Et puis alors ma vision c'est un peu hybride. En fait c'est, à la fois c'est très structurant en fait pour les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se lance dans une démarche, RSE, c'est concrètement l'intégration des principes du développement durable dans l'entreprise. Donc c'est un projet d'entreprise, ça a pour vocation de probablement même changer la nature des produits, des services de l'entreprise. Donc on peut remettre en question le modèle économique, d'une entreprise si on intègre la RSE vraiment à 100. Mais dans la réalité des faits, c'est quand même assez rarement ce qui se fait. On reste OK. aussi parfois sur des voilà, des petits pas, mais qui peuvent parfois être quand même pas si petits que ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, c'est une relation un peu paradoxale, enfin une vision un peu paradoxale parce que, bah, la façon dont c'est fait aujourd'hui, la RSE, la façon dont c'est appliqué, on pourrait se dire que ça sert pas à grand chose par rapport aux enjeux, l'urgence climatique, sociale, qui se dessine, enfin qui a déjà. Hem, mais dans la réalité, enfin moi je suis convaincue que c'est nécessaire et que ça aide en fait. Mais voilà, peut-être pas à la hauteur des enjeux qu'on pourrait, attendre, en tout cas dans le milieu par exemple militant et cetera, où Mmh c'est mh. souvent vu aussi comme des démarches un peu de com, marketing. Bon, mais Ouais, après, complètement. On va en parler du coup. ouais. Mais effectivement, il y a cet aspect, en tout cas vu de l'extérieur ou vu de l'intérieur des entreprises, en dehors des services ou en tout cas des personnes consacrées à la RSE, on a l'impression que c'est à la fois, du greenwashing, de la com, ou de la marque employeur aussi, pour convaincre un peu, les personnes qu'on veut convaincre qu'on est plus vert C'est ça. que l'image qu'on a. Mais au final, c'est quand même des actions concrètes et c'est vraiment la manière de transformer les entreprises de l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des millions d'entreprises en France et encore plus évidemment dans le monde, et il n'y a pas seulement les entreprises qui sont par nature à impact, heu, engagées, et cetera, qui peuvent changer les choses, et cetera. Parce que la plupart des entreprises, n'ont pas cette nature-là. Donc je pense que c'est une démarche qui est essentielle, même s'il y a Mmh. souvent un discours, qui est entendable, hein, mais un discours anticapitaliste, un peu voilà, à l'encontre du système actuel, dans les milieux militants justement. Je pense que de toute façon, on peut pas arrêter, on peut pas arrêter les entreprises demain, ça n'existe pas. Ouais, Donc il faut faire cette transition-là et cette transition, elle c'est passe ça. par la RSE et justement, c'est là que tu entres en jeu. Ouais, exactement, exactement, mais c'est Hem, c'est là où c'est vrai que parfois ça peut être assez décourageant, mais il faut y aller quand même, quoi. ouais. Ben, c'est clair et justement, quel est ton point de vue, toi qui abordes, ce sujet au quotidien? Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que, dans la réalité, ça a un impact réel ou le plus souvent, c'est une démarche un peu, entre guillemets «contrainte» des entreprises? Parce que c'est dans la loi aussi aujourd'hui, la RSE. Donc comment est-ce que tu vois ça? Alors, beh, non, mais il y a les 2 en fait, il y a pas de réponse, enfin, pas répondre oui ou non. Je pense que c'est effectivement quand c'est une démarche contrainte, quand c'est alors ça concerne pas toutes les entreprises, hein. Quand c'est dans la loi, c'est vraiment les grandes entreprises, plus de 500 salariés, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça laisse quand même pas mal d'autres, entreprises qui, du coup, s'engagent plutôt sur une démarche volontaire ou ne s'engagent pas pour le moment. Mmh mh. Mais non, je pense que de toute façon, on peut toujours avoir un impact et même si c'est des «petits pas» entre guillemets, c'est voilà, on parle d'externalités négatives, dans le domaine, voilà, c'est si à un moment de toute façon, l'entreprise prend en main sa RSE et a un plan d'action, une feuille de route, que c'est pris en main par l'ensemble de l'équipe, c'est toujours mieux quand c'est une démarche collective, les impacts positifs sont là. Donc, donc Mmh. oui, je pense que de toute façon, ça reste utile. Après, il y aura toujours des dérives de communication etc. Mais en fait, bon, si l'entreprise souhaite communiquer et qu'elle a fait des efforts, qu'elle a pris des engagements, qui a un impact, bon, bah pourquoi pas. Ça fait partie aussi du Ouais. jeu. Par contre, s'il y a que de la Ouais. communication et qu'il n'y a pas d'impact derrière, effectivement, mais ça, on s'en rend vite compte quand même maintenant avec
aussi les réseaux sociaux et cetera. Puis je pense qu'on les jeunes, surtout les jeunes actifs sont quand même ont les clés peut-être plus pour comprendre quand l'engagement est sincère ou ouais, quand c'est de l'affichage, même si bon, il y a toujours des Mmh, techniques de marketing, c'est vrai, un peu pernicieuses parfois, mais bon. c'est vrai. Ouais, ouais, bah, c'est clair et de plus en plus, on a, que ce soit avec les réseaux sociaux ou d'autres types de médias et de sources d'information, on a de plus en plus, les moyens de voir la vérité derrière la com et ça, c'est Mmh, c'est positif. Bon, c'est pas positif pour tout le monde, hein, pour ceux qui s'y oui. adonnent, voilà. Mais d'à côté, parfois, c'est mérité. Quand c'est vraiment que de la com et Mmh, que derrière, il y a du mensonge ou de la pub mensongère ou des choses, des discours qui ne sont pas suivis d'actes, hem voilà, ouais, que tout le monde le sache, c'est pas forcément une mauvaise chose, pardon. ouais, c'est ça. Hem, du coup, le but, si on résume un peu trivialement, c'est de rendre les entreprises plus responsables, plus durables. Tu parlais justement du fait que les RSE consistent à appliquer les principes du développement durable. Ouais. Comment est-ce que tu fais concrètement quand tu arrives dans une entreprise pour enclencher ce processus? Alors bon, il y a pas forcément de méthode parfaite, pas forcément moi en tout cas, enfin je pas enfin moi je pourrais te raconter comment ça se passe, mais de manière générale, comment une entreprise peut, se rendre plus responsable, c'est effectivement de l'intégrer comme un projet d'entreprise. Donc c'est d'en faire une réelle démarche collaborative. Donc après pour ça, il y a tout un tas, de méthodes, ça peut être des ateliers, dès le début de la démarche, pour faire un peu un état des lieux de ce qui se fait. Parce que souvent, en fait, parce qu'on se rend compte que alors là, je parle plus pour les petites et les moyennes entreprises qui ont pas forcément d'historique avec la RSE. Souvent, elles se rendent compte qu'en fait, elles ont déjà des actions en place sans s'en rendre compte, Mmh. sans les avoir formalisées. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, ce qui ressort déjà de ces temps collectifs, parce que peut-être que pris individuellement, telle personne dans tel service fait déjà des choses, a déjà sensibilisé ses collègues, à la gestion des déchets ou voilà, l'énergie, enfin ça peut être tout un tas de choses. Donc Mmh voilà, mh. un état des lieux déjà de ce qui se passe, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, des attentes de chacun. Parce que c'est vrai que c'est hyper important que ça vienne aussi des salariés, de l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est un enjeu essentiel dans la RSE, c'est la prise en compte des parties prenantes internes et externes de l'entreprise. Et donc Mmh. quand on dit parties prenantes, c'est à la fois les salariés, mais vraiment les salariés de tout type, aussi les prestataires, les dirigeants, en externe, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, les associations locales du territoire, les collectivités, enfin bref, c'est vraiment, cet ensemble, cet écosystème en fait qui est à prendre en compte dans la démarche, parce que les attentes des uns et des autres sont pas forcément les mêmes. Mmh. Et Bien sûr. l'idée, c'est qu'effectivement la RSE, puisse répondre, aux enjeux des uns et des autres et minimiser les impacts de l'activité. Et donc, quand on a fait un peu cette cartographie de l'écosystème, l'état des lieux et ben, on établit une stratégie, un plan d'action. C'est assez classique, hein, finalement, mais l'idée, c'est d'avoir un cap, d'avoir un objectif, plusieurs objectifs et puis de s'y tenir, donc d'évaluer régulièrement, ce qui se fait, là aussi de façon collective, c'est mieux. Mais ça peut être, de plus en plus, c'est des réseaux, internes d'ambassadeurs RSE. Voilà, OK. ça peut être, 1 personne ou 2 ou 3 ou 10 selon la taille de l'entreprise qui, portent les sujets selon leur sensibilité propre. Hem et puis ça permet d'avoir des échanges aussi, avec des intermédiaires, qui peuvent suivre un peu le sujet. Parce que c'est vrai que sinon ça peut vite stagner et Ouais, ouais. ouais, ouais, ne pas forcément être C'est pris. vraiment cet aspect d'inclusion où il faut vraiment inclure chaque personne dans l'entreprise et les parties prenantes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, pareil, quand on connaît pas forcément le sujet, on a l'impression que, c'est toujours le dirigeant, Mmh. la dirigeante qui est, le responsable de toute son entreprise. Ouais, Alors que, bah, plus l'entreprise est grande, plus il y a de personnes à prendre en compte et cetera. Donc, c'est un process, assez ouais, complexe. Pour parler exactement. maintenant de l'ESS, Oui, donc l'économie sociale et solidaire, donc c'est une dénomination qui englobe beaucoup d'organisations. ouais. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien donc tu as évidemment des entreprises qui sont engagées, mais tu as aussi des associations, tu as différents types de structures. Mmh. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on voit surtout dans le paysage aujourd'hui de l'ESS comme type d'organisation? C'est très varié. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout parce que par nature, l'ESS, c'est vraiment quand, l'objet de l'organisation, pour pas dire entreprise, Mmh. et directement enfin répond, en fait, à des enjeux de solidarité ou, à une utilité sociale, en fait, ou sociétale, Mmh. soit pour le social ou l'environnement. Donc en fait, ça peut être aussi bien, une association de quartier qu'une grande ONG, une mutuelle, toutes les mutuelles, finalement font partie de l'ESS, heu, dans leur statut. Donc OK. voilà, c'est très large. Mais voilà et au moins le dénominateur commun, c'est ça, c'est l'utilité sociale et c'est énorme, OK. l'ESS, on s'en rend pas compte, mais c'est 10 des emplois, en fait, en France. Donc c'est quand même un secteur, voilà, Ouais, très ouais, très dynamique. assez imposant, de Ouais. la société. Comment est-ce que ça se mesure cet impact, positif sur la société, sur l'environnement? Comment est-ce qu'on peut dire Bah, telle organisation mérite d'y être dans l'ESS et que telle organisation n'a pas sa place? c'est défini en fait dans les statuts, directement. Après depuis, il y a eu aussi, l'agrément ESUS, qui permet de qualifier vraiment les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un réel statut juridique. Heu, Mmh. voilà donc ça fait On est partie du ESS ou on ne l'est fonctionnement. pas. Ouais, c'est ça. Exactement. OK. OK, très cool, très clair. Et justement, en parlant d'impact positif, donc c'est une notion qu'on voit de plus en plus, parce qu'il y a évidemment le besoin, l'urgence qui se fait, de plus en plus, présent. L'impact positif sur la société, sur l'environnement, sur les personnes et cetera, sur la Mmh. biodiversité. Mais est-ce que ce terme, il n'est pas devenu tellement galvaudé qu'aujourd'hui, ça veut plus vraiment dire grand-chose et c'est pour ça justement qu'on voit beaucoup d'entreprises qui s'en servent un peu Mmh. comme un argument marketing avant tout. Comment est-ce que tu vois ça, ce terme d'impact positif? Alors moi, le terme me dérange pas parce que j'avoue que je l'utilise. Donc ça va, mais c'est vrai qu'il oui, il est utilisé, il est beaucoup de plus en plus utilisé. Enfin, surtout, je trouve, effectivement dans le secteur, bah, dans l'entrepreneuriat notamment, on est beaucoup d'indépendants, de freelance, enfin, tu le vis aussi peut-être, à ton niveau, à vouloir travailler pour des organisations à impact positif. Mais je pense que Ouais, ça reflète, tout simplement la recherche de sens, en fait, comme les salariés recherchent du sens dans leur travail, finalement, dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, il y a cette envie de travailler pour des projets qui ont du sens. Donc à impact mmh positif parce qu'effectivement, si on se restreint à dire: «Je veux travailler que pour des associations», c'est peut-être un peu limité. Si on veut voilà, donc je pense que c'est une expression. Après, on peut mettre effectivement tout ce qu'on veut dedans. Il y a des ouais, dérives comme, voilà, mais comme partout. bon, là encore, si l'expression elle est bien utilisée parce que derrière, on voit que dans la nature même de l'entreprise, de l'organisation, il y a un impact ou qu'il y a un label ou que sais-je pour pouvoir attester, des efforts qui sont faits. C'est pas si gênant, je pense, mais après Mmh. ça n'engage que moi. OK. C'est vrai que en tout cas pour les personnes un peu engagées, un peu, beaucoup, voilà, Ouais. en tout cas où il y a un engagement qui est présent, c'est vraiment un argument qui a son effet. Quand on va, je sais pas, chercher un client, chercher un employeur, chercher, même, quand on veut acheter un produit, un service, si Mmh. on voit que c'est une entreprise à impact positif, ça donne tout de suite envie. Le Mmh. problème, c'est qu'on va pas toujours chercher derrière, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'ils entendent ce terme? Quelles actions ils mettent en place? Est-ce que c'est juste, écrit sur leur site, que c'est, une marque à impact positif ou est-ce que derrière il y a des vraies choses? Donc ouais, OK, je comprends bien ce que tu veux dire par le fait qu'il y a un peu de tout, Ouais, et d'à côté, dans tous les cas, même si ça inclut beaucoup de choses et que, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, ça montre quand même que, bah, les gens ont de plus en plus envie d'avoir des entreprises, des organisations à impact positif ouais, et que du coup, la marche à suivre, entre guillemets, «le bon sens de l'histoire», c'est quand même d'avoir un impact positif. ouais. Donc c'est toujours ça. Donc même s'il y a quelques freeriders, quelques organisations ou individus qui surfent un peu là-dessus pour faire du profit et cetera, la majorité, je pense, va quand même se diriger vers avoir un vrai impact positif, notamment avec le développement durable, Mmh. avec des actions, des comment dire? Aussi bien par nature que par fonction, d'avoir, Ouais. des vrais impacts. Oui, c'est ça, Hem, puis comme tu dis, ça
ça alimente aussi la machine. Enfin, si on voit son voisin, qui finalement enfin tout le monde se tourne vers son voisin parce que, lui, il propose tel service et qu'il a un impact positif, bah, finalement, ça donne peut-être aussi à d'autres, envie de se lancer et de le faire avec sincérité, quoi. Donc, je j'ai tendance à être Ouais, c'est optimiste en me clair. disant que Ouais, non, mais ouais. c'est clair. C'est une question de culture aussi, de société où quand un mouvement se généralise, Mmh. déjà ça ouvre, ça éveille l'intérêt des autres, et en plus ça pousse les gens justement à tester et à s'y mettre, quoi. Donc Ouais. c'est un mouvement plutôt positif. Je voulais parler ensuite de quelques, donc c'est des labels, c'est des normes, tu vas nous en dire un peu plus. En gros, tu es, tu affiches fièrement ton ISO, 26000 et ton label Lucie. Ah, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, c'est pas exactement la même chose. En fait, c'est vrai que souvent, on pense que la RSE, ça peut être, enfin, ça peut être certifiant comme on se certifie, avec tout un tas de normes ISO. En fait, la norme ISO 26000, c'est une norme internationale qui a été créée en 2010. C'est un référentiel, en fait. C'est un peu Mmh. comme un document de référence avec, 7 grandes thématiques qui vont vraiment décrire les 7 grandes thématiques de la RSE. Notamment la gouvernance, les enjeux environnementaux, sociaux, et cetera. Mais c'est pas certifiant. C'est pas une norme ISO certifiante, donc on voilà, on peut s'appuyer dessus, mais on peut pas se certifier. Par contre, du coup D'accord. et de toute façon, la RSE n'est jamais certifiante. Il y a pas de certification. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire parce que souvent on pense qu'on peut se certifier RSE. Or, non. Ouais. Par contre, on peut se labelliser. Il y a des labels privés, c'est uniquement des labels privés qui pullulent un petit peu sur le sur le marché. Il y en a de plus en plus. Donc notamment le label, Lucie, effectivement que tu as dû voir puisque je suis partenaire du label Lucie, mais il y en a Mmh d'autres. mh. Et Lucie et la plupart des autres se basent sur la norme ISO 26000, qui est un peu le cadre de OK. référence. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi, justement? Qu'est-ce que ça change à ton activité de te baser sur ces labels, sur ces éléments? Alors, bah, moi, c'est un outil de travail, en fait et Mmh. c'est aussi un outil qui rend la RSE visible parce qu'effectivement, on les voit de plus en plus ces labels. Il y a Lucie, mais il y a un des qui est très connu, c'est Bicorp, notamment pour les des Ouais, alors j'allais dire pour les grandes entreprises, oui, mais en fait, j'avais vu dernièrement qu'il y avait beaucoup de petites et moyennes entreprises qui étaient Bicorp aussi, donc c'est voilà. ça s'ouvre, Donc ouais. il y a Bicorp, il y a l'AFNOR, Engagé RSE, il y en a d'autres aussi sur des labels plus sectoriels qui vont être Mmh. vraiment sur, un secteur d'activité en particulier, donc en fait, on les voit de plus en plus, les entreprises les affichent parce que c'est aussi, pour elles, une preuve de leur engagement, et Mmh. justement ça leur permet de dire: «Bah, voilà, nous on fait pas forcément de greenwashing, regardez, on a un label, ça atteste que» bon après on Ouais, peut en discuter aussi, mais donc c'est un outil en fait, pour moi. Après pour les entreprises, c'est un réel gage de qualité aussi, quoi. OK. Très clair. Très clair. On va passer aux questions rituelles maintenant. Donc, Mmh. quelques questions qui sont posées à chaque invité. Je t'interromps pas forcément, je commande pas forcément tes réponses. Hem Et les réponses, si elles sont, courtes et concises, qu'elles vont à l'essentiel, c'est encore mieux. Ça On va marche. commencer par la plus importante. C'est quoi pour toi la résistance écologique? Hem, Courte et concise. Bah, je pense que c'est de faire de son mieux, à son échelle et en parler autour de soi, mais sans chercher forcément à convaincre, sans faire de prosélytisme. OK. Quel déclic t'a poussé à t'engager? Mmh, bah, c'est le bénévolat, je pense. Ouais, le bénévolat, qui est venu, ouais, à ces alentours-là de 17-18 ans, pour une association, dans le domaine de l'environnement où je me suis dit qu'il fallait continuer. OK. Et comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés à l'écologie et au climat en général? Bah, tu veux des sources? Des
les Si tu en références. as, c'est encore mieux. Bon, je vais pas toutes les lister, mais c'est vrai qu'internet quand même, hein, c'est on va de manière très vaste. Les journaux, enfin les médias, de référence, Novetic, YouMatter, puis tous les médias spécialisés dans l'environnement et les réseaux sociaux. Bah, aujourd'hui, c'est quand même une grande source d'information pour moi, je pense beaucoup plus que le reste. Et bizarrement, notamment via Instagram. Je suis pas très fière, mais je pense qu'il y a, Mmh. il y a quand même énormément de choses sur cette plateforme, de plus en plus d'ailleurs, sur tous ces sujets. Donc, je suis assez grande consommatrice. Mmh. On s'informe un peu de la même manière alors. Qu'est-ce que tu souhaites dire aux personnes qui veulent s'engager parce qu'elles ont conscience qu'il se passe des choses, qu'il faut agir, mais qui ne savent pas du tout par où commencer? Bah, en fait, de faire, c'est vrai que des fois, on se dit, voilà, on ne sait pas par où commencer. Mais je pense que c'est parce que le défi est tellement grand que ouais, ça nous paraît impossible. On se dit que ça sert à rien, mais en fait, je pense qu'on a tous un peu nos passions, nos zones où on se sent à l'aise, donc en fait, faire en fonction de ça. Moi, le bénévolat à l'époque, c'était, de la traduction, parce que j'étais dans des études de langue étrangère et voilà, c'était par le biais de la traduction pour traduire des articles sur, c'était pour un réseau, qui militait contre la voiture. C'était très radical. Mais Ouais. voilà, c'était, surtout pour l'époque, c'était parce que j'aimais bien les langues et voilà, c'était la traduction. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la musique ou j'en sais rien, le terrain, enfin, en fait, trouver peut-être, faire le lien avec ce qu'on aime pour, Mmh. pouvoir faire passer un message. OK. Et comment est-ce que tu vois notre avenir à moyen, et long terme? Ah, cette question, parfois elle est un peu angoissante, Un parfois peu. ça va. Mais non, je pense qu'il y a quand même, beaucoup de choses qui bougent. Il y a tout le mouvement de la transition qui se met quand même bien en marche. On est quand même de plus en plus à être informés. Des fois, j'ai l'impression qu'on reste quand même un peu dans notre bulle et qu'on est un peu entre nous, mais en fait, rapidement, on voit que ça s'élargit, qu'il y a des personnes qui sont pas forcément sensibilisées, qui voilà, qui se mettent surtout cette année. Je trouve que cette année a permis aussi, de diffuser certains messages un peu plus largement, Mmh. sur le climat, sur, voilà, avec ce qu'on a eu l'année qu'on a eue 2020 et ce qui continue. Je pense que c'est des sujets quand Mouais. même qui sont bien sur le devant de la scène, donc j'ai quand même espoir. Je me dis que c'est en marche et voilà, même quand on regarde les statistiques aussi, hein, des entreprises qui s'engagent dans des secteurs qu'on n'aurait pas du tout imaginés. Voilà, ça donne un peu d'espoir. Bon, ben, on termine du coup sur un beau message d'espoir. Merci beaucoup Tiffaine. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs et les auditrices qui veulent te retrouver pour discuter avec toi, pour, juste suivre ce que tu fais peut-être? Oui, bah, merci à toi et alors, bah, ça peut être, sur les plateformes, classiques, hein, LinkedIn, Instagram, notamment, donc les comptes, Lost in Transition Mmh. et un dernier petit compte, que j'ai créé récemment avec une associée qui s'appelle enfin, mon associée s'appelle pas Classe Verte, mon associée s'appelle Marie-Lou Deschamps et on a créé un compte qui s'appelle Classe Verte, pour, OK. justement donner des outils pour les projets à impact positif. Donc ça peut être là Bon, aussi. bah, très cool, très cool. Je mettrai les liens du coup en description du podcast. Top. Merci encore à toi et puis, bah, je te dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.